Une bombe que Apple a balance, la pub LinkedIn ou Meta, ça coûte quasiment 30% plus cher. Ils ont à moitié tué leur marque et en plus le produit il n'existe pas encore et il est pas sorti. Il y a DeepSeek qui a sorti une IA aussi puissante que GPT-4 pour à peu près 20 fois moins cher. Le scandale qui est sorti par rapport à l'Europiana. Cette fameuse époque où tu pouvais masquer un business à un poil foireux avec un logo un peu cool ou bien des campagnes virales, elle est définitivement révolue. Bon, on va pas se mentir, janvier 2026, c'est un peu la douche froide. Du coup, aujourd'hui, nouveau petit format où on va décortiquer ensemble tout ce qui a secoué le marché ce mois-ci et surtout voir en fait comment vous pouvez vous en inspirer pour vos propres entreprises et pour bien sûr éviter de faire les mêmes erreurs. Donc voilà, vous me direz dans les commentaires vos retours par rapport à ce format beaucoup plus chill, beaucoup plus posé où je vais vous raconter une série de trucs. Lâchez-vous dans les commentaires. Bon, il y a eu un petit peu de tension du côté des marques ce mois-ci. Le tout premier scandale, c'est l'affaire de Vital Farms, en gros une histoire de greenwashing qui ne passe vraiment pas auprès de l'audience visée. En gros, faut imaginer un petit peu une marque cotée en bourse où finalement toute la valeur, elle repose sur cette image un petit peu carte postale. Ils vendent vraiment des poules qui sont heureuses dans l'herbe, qui sont bien nourries, etc. Sauf qu'en fait, au mois de janvier, le décor il s'effondre un petit peu parce qu'il y a des rapports, dont notamment celui-ci qui révèle que derrière le marketing ultra clean que vendait la marque, finalement ces poules elles mangent du maïs et du soja ultra industriel. Donc le résultat, c'est qu'il y a des œufs qui sont hyper riches en acide linoléique, inflammatoire, je vais pas faire genre je connais ce mot. Et puis évidemment, il y a le public qui s'est senti ultra trahi quand ils ont découvert cette étude. On leur a finalement vendu la santé, puis ils se retrouvent avec un aspect très industriel. Et ça, c'est vraiment un cas d'école de friction marketing. En gros, ils ont clairement voulu jouer sur les deux tableaux. T'as l'aspect volume industriel pour satisfaire, on va dire, un petit peu les actionnaires, tout ça. Et puis de l'autre côté, l'éthique ultra artisanale pour satisfaire le client. Sauf que clairement, tu peux pas construire une marque premium sur une chaîne logistique, entre guillemets, de commodité comme ils l'ont fait. Tôt ou tard, t'as le comment c'est fait qui va remonter à la surface et qui va rattraper le storytelling. Parce qu'en finalité, si ce qui se passe réellement dans l'entreprise pour créer ton produit, c'est pas lié à la promesse globale que tu cries sur tous les toits, là, tu gères carrément une bombe à retardement. Ensuite, thématique que vous connaissez déjà pour ceux qui suivent la chaîne depuis un petit moment, le fameux rebranding de Jaguar qui a eu lieu l'année passée, qui avait créé tellement de polémiques à l'époque d'ailleurs. Apparemment, ils sont remontés un petit peu dans l'actualité cette semaine parce qu'ils ont évidemment tenté ce pari risqué de créer une marque qui est complètement différente de la marque historique. Et se sont un peu plus rapprochés d'une marque, on va dire un peu lifestyle, comme on pourrait dire, avec des gros guillemets. Et pourquoi, en fait, il y a eu un peu un scandale en ce début d'année, c'est parce que finalement, leur nouvelle gamme électrique, elle est pas prête avant des mois. Donc ils ont créé un espèce de méga buzz ou bad buzz, peu importe comment on l'appelle. Et finalement, maintenant, il y a une sorte d'énorme vide parce que ils ont à moitié tué leur marque et en plus, le produit, il n'existe pas encore et il est pas sorti. Et ce qui est assez fou, c'est que là, il y a une règle un peu de base qu'ils ont complètement transgressée, c'est que on tranche toujours avant d'agir, mais on n'agit pas avant d'avoir genre une offre concrète et puis un produit qui est prêt à être vendu. Et là, Jaguar, ils ont un petit peu vendu le why dont on parlait au début, donc cette rupture culturelle, sans avoir le what qui est la voiture pour en fait ancrer la marque finalement. Donc, résultat, la marque, elle flotte complètement dans le vide. Et ça, c'est un sacré problème et je me demande vraiment comment est-ce qu'ils vont se sortir de tout ça dans les mois à venir, si ça va jouer, s'ils vont faire des ventes, etc. Notre actu de janvier, c'est le scandale qui est sorti par rapport à l'Europiana. Vous connaissez sûrement la marque qui vend des vêtements à prix assez exorbitant. Et clairement, c'est une de ces marques qui vend pas juste le prix du vêtement, mais qui vend toute l'expérience qui va avec. Mais il y a des enquêtes dont notamment parle cet article assez récent qui parle justement qu'il y a des mauvaises conditions d'exploitation dans leur chaîne d'approvisionnement et du coup ça crée un petit peu un gros scandale on va dire. Il y a un peu ce contraste entre quiet luxury comme ils appellent ça, puis la réalité pas très propre on va dire de la production, puis ça crée un gros choc de confiance de la part de l'audience et puis ça c'est assez dévastateur en général pour une marque. Là il y a clairement une grosse tension qui se crée en fait entre le prix et puis la valeur morale. Clairement l'espèce de marge de 1000% qu'ils font sur leurs vêtements elle se justifie uniquement par la perfection totale, on va dire. Si tu vends du luxe à ce niveau-là et que tu produis finalement un petit peu comme la fast fashion, c'est presque du vol, on va dire. En tout cas, c'est perçu vraiment comme ça par le client. Parce que dans ce cas-là, encore plus, en fait, la chaîne de valeur, c'est principalement ce message marketing. Donc si tu salis ça, tu salis toute la marque. On a une petite actu aussi cette semaine du côté de LinkedIn, où apparemment l'algorithme mettrait plus en avant l'aspect expertise et un peu moins cet aspect slope. Par slope, j'entends tout ce qui est le contenu IA un petit peu générique qu'on peut retrouver un peu partout. Et notamment aussi ce truc qui s'appelle le broetry, où t'as tous ces gens qui font un petit peu les influenceurs avec des phrases courtes, des phrases
phrases vides sur voilà, des posts au quotidien, mais qui finalement apportent pas grand-chose à la plateforme. Et donc, dans cet article, ils disent justement que la plateforme, elle mesure le temps de lecture, en fait, et la qualité des conversations. Et on dirait qu'à travers de ça, en fait, LinkedIn voudrait mettre un peu plus la lumière sur la qualité, on va dire, plutôt que le bruit global qu'on peut retrouver de plus en plus là-dessus depuis quelques années, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. En tout cas, moi, je suis très contente de lire ça, je vous avoue. Si on peut arrêter d'avoir cet aspect acquisition par le volume qui met aussi en avant vachement l'aspect bullshit des posts que la plupart des gens font, on va pas se le cacher. Et où finalement, en fait, poster tous les jours juste pour dire des banalités, bah, ça va plus être récompensé. Peut-être qu'on va enfin pouvoir retourner avec un grand sourire sur cette plateforme. Donc d'après l'article là, il faudrait mieux poster 1 fois par semaine avec un contenu, bah voilà, quali, expertise, tout ça, que de poster 5 fois avec juste des mèmes ou bien des trucs vides de sens. Donc arrêtez de déléguer votre cerveau à des IA, parce que vraiment votre audience, elle veut votre cerveau, elle veut pas des templates. Il y a un truc hyper intéressant qui est en train de se passer du côté de Substack. Donc pour ceux qui connaissent pas, vous savez, c'est cette plateforme qui parle c'est une newsletter en gros, mais qui ressemble à un petit peu à un blog. Donc Substack, apparemment, ils auraient lancé une plateforme en mode télé. Ça paraît un peu paradoxal, mais c'est assez intéressant parce que justement, dans un monde qui est inondé par des textes IA, la seule chose qu'on peut plus ou moins pas faker encore pour l'instant, c'est juste une personne qui parle avec ses tripes face à une caméra. Donc là où l'écrit justement c'est devenu un petit peu une communauté, vu qu'on peut se faire remplacer un peu en soum par l'IA, on dirait que la valeur elle se déplace de plus en plus en fait vers cette idée que c'est incarné par une personne, de toujours trouver finalement encore une personne humaine limite en live en face de soi. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai que si notre stratégie, elle repose sur du SEO ultra froid, on devient de plus en plus vulnérable par rapport au temps qui change. Et on voit de nouveau un petit peu tourner cette bascule vers le personal branding, en gros que les gens, ils achètent plus juste du contenu expert parce qu'on peut en trouver partout, mais plutôt ils achètent en fait la personne qui porte ce contenu. Toujours du côté de l'acquisition, donc apparemment, il y aurait une grosse inflation du côté du CPM, c'est un truc qu'on peut voir de plus en plus, mais surtout au niveau B2B. En fait, la pub LinkedIn ou Meta, ça coûte quasiment 30% plus cher qu'il y a un an. Donc en fait, l'époque, on va dire, des leads qualifiés à 50 balles, elle est quasiment terminée. Et ça, c'est clairement la preuve que continuer d'arroser, de balancer de l'argent comme ça sur des pubs sans stratégie claire, c'est clairement un suicide financier pour votre boîte. Donc dans ce genre de cas, quand il y a les coûts qui explosent, le seul truc qui va sauver votre marge, c'est la précision de base. On peut plus être en mode on cible ultra large pour être sûr de voir ce qui mord et ensuite on resserre en fonction. Il faut vraiment que vous puissiez travailler sur un persona ultra précis pour chaque campagne que vous lancez, avec l'offre irrésistible, l'offre vraiment adaptée en fait à lui. Parce que clairement, si vous payez pour du trafic vers une offre qui est encore un petit peu floue, vous brûlez carrément cet argent, faut dire ce qu'il y a. Une actu que vous avez pas pu rater à moins que vous viviez dans une grotte, donc c'est Apple qui lance son Creator Studio. Ça a fait un bruit de ouf, évidemment aussi chez les designers, tous les créateurs, mais bien au-delà, j'ai envie de dire, on en a entendu parler partout cette semaine. Donc le truc principal pourquoi on en a entendu parler, c'est parce que c'est une rupture tarifaire majeure par rapport notamment à la suite Adobe. Donc en fait, effectivement, c'est un peu une bombe que Apple a balancée parce que, donc la bombe, en gros, qui a été lancée par Apple, c'est qu'ils proposent cet outil pour moins de $13 par mois. Et apparemment, il y aurait plus ou moins tous les mêmes outils, en fait, qu'on va avoir dans la suite Adobe, mais sous des autres noms, bien sûr. Et là où c'est un petit peu une attaque frontale, c'est qu'en fait, la suite Adobe, elle est plus ou moins à 60 balles par mois. Donc, sur le papier, ça paraît être le braquage du siècle pour tous les créateurs. Moi, j'ai envie de vous dire qu'il faut vraiment qu'on prenne encore des énormes pincettes sur ce sujet, parce que clairement, c'est ultra frais, et franchement, on a pour l'instant zéro recul, en fait, finalement, même au moment où je vous tourne cette vidéo, elle est pas encore sortie, elle sort demain. Donc, faudra vraiment voir, en fait, dans le day-to-day, si ça peut rivaliser avec la suite Adobe, ou est-ce que c'est juste une version un peu light, poliment packagée de la part d'Apple. Mais à part ça, bien sûr, franchement, c'est une masterclass de communication, parce qu'on en a entendu absolument parler partout. Mais perso, très clairement, j'attends de voir ce qu'il y a exactement à l'intérieur, comment on peut l'utiliser au quotidien, etc. avant de dire que c'est le coup du génie du siècle, on va dire. Ce qui est assez intéressant à retenir quand même, c'est que là, on est sur une strate produit typique plutôt agressive. Et puis là, ce qu'il faut un petit peu voir, c'est qu'Apple, ils vendent pas vraiment du logiciel, mais ils vendent une sorte de rétention en fait dans leur écosystème. C'est un peu comme quand vous achetez un iPhone, finalement il y a l'App Store qui va avec, et donc vous allez dépenser aussi des centaines voire des milliers d'euros dans d'autres apps. Je crois que l'Apple Store c'est plus ou moins 80 milliards de revenus par année. Donc c'est plutôt une sorte de friction marketing vis-à-vis des concurrents.
Parce que si vous êtes déjà chez Apple et que donc ils cassent en plus les prix par rapport à Adobe, bah vous aurez envie de regarder cette solution en premier. Et donc pour vous qui êtes des dirigeants, on peut voir une sorte de double leçon là-dedans. Le fait que la distribution, en gros, avec un accès facilité, ça va souvent gagner par rapport à la complexité technique. Et la deuxième, c'est qu'il faut pas confondre une offre irrésistible avec un produit terminé. Mais bien surveiller qu'en fait finalement le what, donc la performance réelle de ce que vous proposez, elle finit par payer la promesse du why. En gros, là, la démocratisation créative, on pourrait dire. Parce que clairement, là, si le logiciel il plante en plein montage, la promesse, elle est pas tenue. Donc, on verra avec le temps comment Apple s'en sort vis-à-vis d'Adobe. Avec ça, je me réjouis de suivre un petit peu les gossips de tout ça. Autre actu aussi assez intéressante, mes préférées dans les dramas liés à l'IA, il y a DeepSeek qui a sorti une IA aussi puissante que GPT-4 pour à peu près 20 fois moins cher. Et c'est assez intéressant parce qu'en fait, on voit que finalement, les intelligences artificielles, ça devient une sorte de commodité, un peu bon marché comme l'électricité, j'ai envie de dire. C'est là où ça devient hyper intéressant parce que sur un marché où tout à coup, il y a plein de solutions et où le seul truc qui différencie un peu tout ça, c'est le prix, c'est une catastrophe parce que finalement, on voit plus la valeur ajoutée de tout ça, c'est juste une sorte de course à qui c'est le moins cher. La valeur, elle est vraiment dans ce que vous construisez au-dessus de tout ça. Là, notamment, c'est genre la propriété des données, typiquement, enfin ce genre de choses qui peut être des arguments de vente ultra forts pour vous différencier. Donc encore une fois, on revient à ce truc que je dis tout le temps, il faut arrêter de vendre la technologie, on va dire, mais plutôt vendre le résultat, en fait. Vendez la promesse, vendez les émotions qui va avec et pas juste la tech et où ce qu'il y a sous le capot. C'est ça qui va vous permettre de vous différencier et qui va apporter des garanties beaucoup plus sûres pour la pérennité de votre business. Et dernière actu un peu plus choc pour terminer en beauté. Donc il y a eu un scandale par rapport à Notion la semaine dernière. En gros, il y a des chercheurs en sécurité là de chez Prompt Armor qui ont découvert une vulnérabilité qui permettrait d'exfiltrer des données en fait d'un compte utilisateur chez Notion à des fins hyper malveillantes. Et ce qui est hyper problématique, c'est que c'est en gros sans aucune validation de l'utilisateur, donc ça peut être fait vraiment dans le dos des gens. Et ce qui a un peu fait scandale, c'est que d'abord Notion, ils ont classé ça un peu comme affaire ah non mais c'est quelque chose de pas très important, pour finalement en fait quelques heures après, je crois, revenir complètement dessus. Et c'est ce qui a un petit peu créé la grosse alerte générale. Et ce que je trouvais en fait intéressant dans ce cas-là, c'est que la clarté, elle réside pas seulement dans le marketing ou dans la façon dont vous parlez de votre produit, mais aussi justement dans ce genre de moment et dans la gestion de crise. Là, d'avoir d'une part d'abord un petit peu ignoré le signal d'alerte et ensuite d'avoir complètement changé de discours, ça peut vraiment détruire en fait la confiance que le public vous porte. Donc faites gaffe aussi à ça, restez vraiment sur vos strates, pas que juste quand c'est en externe et puis c'est les bons moments, mais aussi dans ce genre de choses par rapport aussi à l'alignement interne et au protocole qu'il faut mettre en place dans ce genre de cas. Donc si je devais un petit peu résumer tout ce qui s'est passé pendant ce mois de janvier un petit peu chaotique, on va dire. J'ai l'impression qu'on sort un petit peu d'une ère d'abondance où le flou c'était pas trop un problème là ces 10 dernières années, et qu'on rentre dans une sorte de sphère beaucoup plus essentielle au niveau stratégique. En gros, si votre offre elle est tiède, si votre produit il parle un petit peu à tout le monde, ou si votre message c'est un petit peu un copier-coller de ce qui peut se faire ailleurs chez vos concurrents, là vous allez vraiment galérer. Et je pense qu'il faut vraiment garder en tête, c'est que la clarté, la strat de base, c'est pas juste un luxe, c'est en fait votre armure sur le marché. Trancher dans son positionnement, prendre ce genre de décision, c'est hyper inconfortable à la base, et ça fait même un peu peur parce que franchement on a l'impression de se fermer des portes. Finalement on se dit non, si je m'adresse pas à cette audience là, je risque de perdre tous ces clients là. Mais en fait c'est le seul moyen d'être exigeant et d'être précis dans la personne que vous allez cibler, de pas être juste une commodité et d'être changé en fait au premier coup de vent dès qu'il y a un nouveau concurrent qui débarque, genre moins cher, qui paraît plus stylé, etc. Bon, vous allez me dire c'est cool, mais on fait quoi maintenant? Revenez à la base et regardez déjà votre business. Si maintenant il fallait tout couper, tout enlever, sauf 3 points essentiels, qu'est-ce que vous garderiez? Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui vous rapporte le 80% de votre chiffre d'affaires? Et je pense vraiment, si vous revenez à ça, à l'essentiel de qui vous êtes, à qui vous parlez, comment vous allez leur parler, et surtout comment est-ce que vous vous différenciez, quelle est la chose qui fait que vous êtes unique par rapport à tous vos concurrents qui sont autour de vous, là vous allez trouver une zone de vérité qui va vous permettre vraiment d'atteindre les bonnes personnes en leur parlant de la bonne façon. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura permis de voir un petit peu plus clair et de comprendre ce qui s'est passé en tout cas ces dernières semaines. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires, c'est vraiment hyper essentiel pour la suite de ce format. Merci d'ailleurs à tous les gens qui s'abonnent, ça fait ultra plaisir. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut! Bon, si vous êtes encore là, vous êtes des dirigeants et que vous voulez arrêter de naviguer à vue, on peut aussi scaler une discussion de diagnostic ensemble. Je vous mets un petit lien en dessous.